Donc, nous reprenons nos travaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'Assemblée nationale. Monsieur Bertillon, je vais vous demander de vous présenter, de présenter également les personnes qui vous accompagnent. Vous allez avoir un temps maximal de 10 minutes pour faire votre exposé. Par la suite, suivra un échange avec les parlementaires. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je veux tout d'abord remercier la Commission de nous avoir invités à participer à cette consultation très importante. Je suis accompagné de Mme Hélène Roussel, qui est la directrice générale de la diffusion, ce qui est dans notre jargon, une façon de dire, c'est elle la grande responsable de la grande bibliothèque à Montréal, et de Mme Pascale Ryan, qui est aussi une employée de Bibliothèque Archives nationale du Québec et qui a un PhD dans l'histoire du livre. Donc, je me suis dit, j'ai entendu certaines des questions la semaine passée, et je me suis dit que je devais être bardé d'informations et de connaissances. Donc, Mme Ryan, Mme Roussel. Je me permets aussi, en quelques mots, de vous présenter notre institution un peu complexe avec un acronyme qui ne facilite pas la compréhension, banque, la banque, etc. Ça ne simplifie pas les choses. Bibliothèque Archives nationale du Québec, c'est le résultat de 3 fusions rapides et successives. Tout d'abord, la création de la Grande Bibliothèque du Québec, souhaitée par Lucien Bouchard, on s'en souviendra, en 1998, par la fusion de 2 institutions, la Bibliothèque Saint-Sulpice, qui était la bibliothèque provinciale, et la Bibliothèque centrale de Montréal, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, nous sommes la Bibliothèque centrale de Montréal. La Grande Bibliothèque a ouvert ses portes en avril 2005, il y a maintenant 8 ans, et depuis ce jour, 23 millions de personnes ont franchi ses portes, ce qui fait de la Grande Bibliothèque la plus fréquentée en Amérique du Nord et la plus fréquentée, bien sûr, de la francophonie. En 2001, avant même que la bibliothèque n'ouvre ses portes, on lui a demandé de faire une nouvelle fusion, cette fois avec la Bibliothèque nationale du Québec, qui, elle, avait été créée en 1967. La Bibliothèque nationale, je le rappelle, a la vocation de rassembler, conserver et diffuser tout ce qui se publie au Québec. Non seulement les livres, bien sûr, mais les journaux, les revues, les CD de musique, les DVD de films, les affiches, les cartes postales, les estampes d'artistes, tout ce qui se publie au Québec. On retrouve là donc près de 3 millions de documents et tous les trésors patrimoniaux du Québec. Enfin, une dernière fusion dès l'époque de la Grande Bibliothèque ouverte en janvier 2006 avec le Réseau des Archives nationales du Québec, donc là où on conserve tous les documents, y compris un jour ceux de cette commission, et qui sont répartis dans 10 villes du Québec, dans toutes les grandes villes du Québec, et qui est aussi à l'avant-garde des moyens numérique pour diffuser son patrimoine. Pour compléter le portrait de famille, 5 millions de personnes chaque année communiquent avec nous par notre portail. Notre loi nous confère la mission d'acquérir, conserver et diffuser le patrimoine québécois, documentaire québécois, et, comme je l'ai indiqué, ce patrimoine dépasse de beaucoup le livre imprimé. Nous consacrons annuellement 7 millions de dollars à l'achat de documents de toutes sortes, des livres, des revues, des journaux, des bases de données, des CD, des DVD, des Blu-ray, des jeux vidéo, etc. En 2012-2013, 3,4 millions de dollars, soit tout près de la moitié de la somme totale de nos investissements en documents, ont servi à l'acquisition de livres analogiques, livres en papier, ou de livres numériques. Ces acquisitions-là, on les fait auprès des librairies agréées de toutes les régions du Québec. Compte tenu du caractère national de notre institution, nous n'achetons pas, contrairement aux autres bibliothèques publiques du Québec, des livres seulement dans la région où nous sommes implantés, mais nous achetons des livres dans toutes les régions administratives du Québec, dans lesquelles sont situées des librairies agréées. Nous avons développé donc une méthodologie pour répartir nos achats, 50 dans la région de Montréal, 50 auprès de toutes les autres régions. Dans la mesure du possible, on s'approvisionne auprès de au moins 3 librairies agréées dans chacune des régions. Compte tenu, eu égard aux librairies, aux livres numériques, nous avons développé, comme il en a été question, grâce à l'appui de la SODEC et grâce aussi à tous les acteurs de la chaîne du livre, cette plateforme dont on vous a parlé, qui s'appelle prêtnumérique.ca. Je veux vous rappeler que là-dessus, nous avons délibérément fait le choix
de respecter la chaîne du livre, parce que dans le domaine du numérique, on aurait très bien pu sauter des étapes, on aurait pu faire l'économie de discuter avec les libraires et discuter directement avec les éditeurs, avec d'autres acteurs, et on a choisi délibérément de respecter intégralement la chaîne du livre en créant cette plateforme pré-numérique. Aujourd'hui, on y trouve plus de 7000 titres numériques que les Québécois peuvent emprunter, et il y a à ce jour 325 000 téléchargements, donc 325 000 personnes qui ont passé par cette plateforme qui est disponible à la Bibliothèque Archives nationales du Québec, mais aussi dans plusieurs autres bibliothèques publiques, pour emprunter des livres numériques. C'est à peu près une moyenne de 1000 titres par jour qui sont téléchargés. 36 bibliothèques et réseaux de bibliothèques donc ont adhéré à la plateforme et ce nombre est en croissance continue. Vous comprendrez qu'il n'appartient pas à la Bibliothèque Archives nationale de prendre parti sur la question du prix de vente unique, d'autant plus que les règles actuelles, celles qui sont envisagées, n'ont pas d'impact sur le coût de nos acquisitions, puisque la loi sur le développement des entreprises québécoises, ce qu'on appelle la loi 51 dans notre jargon, prévoit que les bibliothèques paient le prix régulier, le plein prix pour leurs achats. Nous voulons toutefois manifester notre appui à toute mesure qui va assurer une plus grande bibliodiversité et une présence à l'échelle du territoire complète d'une offre forte de livres riches et variés. Pour nous, librairies et bibliothèques ne s'opposent pas, elles sont au contraire deux facettes de la même réalité, celle du livre comme produit culturel par excellence. Et ceux qui ont eu le plaisir de fréquenter les bibliothèques ont pu constater à quel point les grands lecteurs sont de grands emprunteurs et aussi de grands acheteurs. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas d'opposition entre ceux qui fréquentent les bibliothèques et ceux qui fréquentent les librairies. Ceci étant dit, BANQ souhaite que les livres numériques soient également inclus dans la réglementation relative au prix de vente. Et c'est l'essentiel du message que je voulais vous livrer cet après-midi. Pour nous, une telle inclusion aurait pour effet de rendre disponible pour tous les citoyens la totalité de la production numérique sans délai indu. En effet, la totalité des livres numériques québécois n'est pas disponible à l'heure actuelle pour les bibliothèques, puisque certains éditeurs ont choisi de ne pas permettre aux bibliothèques d'acheter leurs titres par crainte de voir la vente de ces derniers diminuer. De plus, il est essentiel qu'il n'y ait pas de délai entre le moment où les livres numériques sont disponibles en ligne et celui où ils sont vendus aux bibliothèques. Un tel délai n'existe pas pour les livres imprimés et il serait préjudiciable, en particulier pour les citoyens les moins fortunés, que l'accès gratuit aux livres numériques par la médiation des bibliothèques publiques se produise plus tard que l'accès payant par la médiation d'entreprises commerciales. Finalement, l'inclusion des publications numériques dans la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre faciliterait grandement la production de livres adaptés destinés aux personnes ayant un handicap visuel ou perceptuel. La production des livres adaptés sera en effet moins coûteuse si on n'a pas à passer par une lecture optique des livres papier pour en faire des livres en braille ou sous d'autres formes. Par ailleurs, il serait aussi nécessaire qu'à court terme, des dispositions relatives au dépôt légal soient modifiées pour inclure les ouvrages numériques, puisque, contrairement à d'autres juridictions comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada, la France, le dépôt légal de la version numérique n'est pas obligatoire au Québec, elle est pour le moment volontaire. Alors, la conséquence pour nous, c'est que nous devons fonctionner avec les éditeurs sur une base volontaire, ce qui fait que la Bibliothèque nationale du Québec ne peut pas offrir à ses usagers la totalité de l'offre numérique pour consultation in situ. En conclusion, dans le cadre du débat qui est actuellement engagé, il nous paraît essentiel qu'un réseau solide de diffusion du livre à l'échelle du territoire s'accompagne d'une promotion active de l'accès aux livres numériques. Merci. Merci. Nous allons débuter les échanges. Monsieur le député de Bonaventure, merci, vous avez la parole. Mes salutations, Mesdames Roussel et Ryan et Monsieur Berthiaume. Bon, une question simple
mais complexe aussi. Est-ce que, pour vous, la réglementation proposée va favoriser la biodiversité, la soutenir? Moi, je pense que oui. Comme je vous le disais, dans le cadre étroit de nos mandats et nos responsabilités, pour nous, ça ne change rien. Et je crois qu'effectivement, cette mesure-là aurait pour effet d'appuyer la biodiversité. Là où je ne peux pas aller, parce que c'est vous qui entendez plus que moi, des témoignages, c'est de dire, est-ce la meilleure mesure? Y a-t-il d'autres mesures? Y aurait-il d'autres avenues? Ça, je ne suis pas en mesure de vous le préciser, mais c'est clair pour moi qu'il y a une adéquation immédiate entre la biodiversité et la capacité d'avoir des librairies indépendantes à l'échelle du territoire. Merci. Une autre question. À la page 3 de votre mémoire, il y a un petit passage qui m'a un peu surpris. Troisième paragraphe, vous dites, en effet, la totalité des livres numériques québécois n'est pas disponible à l'heure actuelle pour les bibliothèques. Certains éditeurs ayant choisi de ne pas permettre aux bibliothèques d'acheter leurs titres par crainte de voir les ventes de ce dernier diminuer. Donc, si je comprends bien, on ne permet pas d'avoir une version numérique de certains bouquins de peur de ne pas voir les ventes se faire. Donc, on ne permet pas l'accessibilité en bibliothèque. Est-ce que c'est fréquent? La loi 51 ne couvre pas le numérique. Et c'est normal parce que personne à l'époque, même en étant très Jules Verne, aurait pu prédire le livre numérique. Donc, comme le livre numérique n'est pas inclus dans la loi, les libraires et les éditeurs, a fortiori, ne sont pas obligés de nous vendre les livres, contrairement aux livres en papier. Et donc, effectivement, certains éditeurs importants, dans certains cas, ont choisi de ne pas adhérer à la plateforme prêtnumérique.ca dont on vous a parlé, et leurs livres numériques ne sont pas disponibles pour prêt dans les 36 bibliothèques qui en offrent aujourd'hui. Et donc, une inclusion dans la loi réglerait ce problème-là. Est-ce que c'est fréquent? C'est quoi le pourcentage en termes de... Madame Roussel. En ordre de grandeur, il y a à peu près 7000 titres dans prêtnumérique.ca. Et justement, l'article qui a paru dans la presse aujourd'hui, dans la presse écrite, mentionnait au moins le double de titres disponibles en format numérique. Donc, vous et moi, monsieur et madame tout le monde, peuvent acheter ce livre numérique-là, mais pas la bibliothèque pour ses usagers. Il y a tout près de 50% des bouquins numériques qui ne sont pas disponibles dans les bibliothèques au Québec actuellement. Si tant est que l'article de la presse soit exact, j'avoue que je suis dans des sources secondaires, là, mais ça fait à peu près ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Maintenant, la parole est au député de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme la Présidente. C'est à peu près dans le même ordre d'idée. Je voulais mentionner justement l'article de la presse qui avait paru cette semaine. J'en étais fort surpris. D'après les témoignages qu'on avait eus la semaine passée, et avec ce que j'ai lu dans la presse, il y avait quand même une bonne différence dans la perception. Peut-être l'article de la presse est correct aussi, là, parce qu'il dit qu'on n'est pas si en retard. On n'est même pas en retard au Québec sur le numérique. Les bibliothécaires, les librairies, je veux dire, ils ont les bibliothèques aussi, ils ont les outils pour aller au numérique, ils ont les outils qui ont été développés. Il s'agit juste que nous, les consommateurs, on les utilise un peu plus pour pouvoir justement... Et ça, cet aspect-là me chicotait. Mais je voudrais savoir, dans votre perspective à vous, si vous avez eu l'impact du numérique sur le livre, et s'il y a une étude d'évolution du marché que vous tenez compte, ou vous faites dans le futur pour voir vers où on s'en va dans ce domaine-là, et est-ce qu'on va être capable de ramasser toute la demande, ou si on va se disperser dans les grandes chaînes, ou comme vous dites, dans d'autres circuits qui sont peut-être plus à l'avant-garde, là. La première chose qu'il faut dire, c'est que la presse, l'article de la presse de ce matin, je pense que c'est M. Herman, parle des librairies, des ventes en librairie, alors que quand on parlait d'un retard relatif, c'était par rapport aux bibliothèques. Et comme je viens de vous le dire, le nombre de titres disponibles dans les bibliothèques, c'est pas le même que ce qui est disponible sur le marché. Malgré tout, il dit qu'on n'est pas si en retard que ça. Ça dépend à qui on se compare. Mais si on se compare au reste du Canada puis à l'Amérique du Nord, parce qu'on est quand même dans cet environnement-là géographique, on n'est pas en avant. Là où on est en avant, c'est par rapport à d'autres juridictions européennes, etc., sud-américaines. Mais le taux de prêt
et le taux d'achat de livres numériques, je pense que les collègues de la SODEC en ont parlé tout à l'heure, sur le marché américain est beaucoup plus important que ce qu'on retrouve au Québec. Nous, notre position là-dessus, c'est d'accompagner nos usagers et les éditeurs. Et donc, tant que les éditeurs vont publier des ouvrages en papier, on va les acquérir, puis on va les rendre disponibles à nos usagers. J'ai pas senti chez nos usagers un fléchissement de la demande. Les statistiques des bibliothèques publiques montrent que les demandes de prêts sont en augmentation constante au Québec. Et donc, je dirais que le prêt numérique est venu ajouter une strate de gens qui, par exemple, habitant loin de Montréal, ne pouvaient pas physiquement se déplacer pour venir chercher le livre. Mais je ne crois pas que ça a eu comme effet de réduire le taux de lectorat, au contraire. Vous mentionnez aussi que l'inclusion du livre numérique dans la législation faciliterait grandement la production de livres adaptés et que celle-ci serait moins coûteuse en temps et en argent. Avez-vous estimé le coût pour l'adaptation d'un livre selon que l'on procède à partir d'un livre imprimé ou d'un livre numérique? Avez-vous une comparaison de prix? Non, actuellement, il y a des expériences qui se font. C'est en test, alors on n'a pas encore de coût, mais il est assez certain que les coûts diminueront si on peut partir d'une version numérique pour produire un document adapté par synthèse vocale ou transformation en braille. Mais les coûts sont en évaluation présentement. Parce qu'actuellement, le système il est très rudimentaire. On prend un livre physique, on l'envoie à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Il y en a une lecture qui est faite pour en faire une version numérique. Et après ça, on produit le texte en braille. Donc, si directement ils avaient accès au texte numérique, ils n'auraient pas à avoir une lecture optique avec des fautes de lecture, avec une correction des preuves, avant de créer la version numérique. Ils l'auraient directement. Merci. Merci. La parole est maintenant à M. le ministre. Par la suite, au député de Sainte-Marie-Saint-Jean. Oui, une toute petite question. Monsieur Berthiaume, Madame Roussel, Madame Moyen, soyez les bienvenus. Merci de nous apporter votre sagesse et votre science en ces lieux, aujourd'hui devenu un champ de bataille entre deux pôles. Ce que vous dites va certainement nous aider. Dans votre mémoire, vous mentionnez que les librairies et bibliothèques ne s'opposent pas, mais qu'elles sont au contraire deux facettes d'une même réalité, celle du livre comme produit culturel par excellence. Est-ce que vous pouvez élaborer? C'est que souvent, on peut penser par exemple à la réaction des éditeurs qui n'ont pas souhaité que les livres numériques qu'ils publiaient soient disponibles dans les bibliothèques. Souvent, on entend le raisonnement selon lequel, si un livre est disponible, si les gens peuvent l'emprunter en bibliothèque, on aura un effet négatif sur la vente de livres. Alors que c'est faux. On crée des accros, on crée des junkies de la lecture, et donc ils vont acheter forcément davantage de livres. Et ça, c'est démontré par toutes les études qu'on peut savoir. C'est les mêmes personnes qui sont de grands consommateurs de livres. Produits culturels par excellence parce que, contrairement au cinéma, contrairement au théâtre, contrairement même aux arts plastiques, le geste de l'écrivain est le geste le plus économique, le geste culturel le plus économique que notre société puisse produire. Et donc, on peut retrouver toutes les manifestations de notre culture dans la littérature, alors que le déploiement de moyens plus conséquents nous donne forcément un portrait un peu plus restreint de la totalité de notre pensée collective. Merci. Mais on peut discuter d'opinion si on a pratiqué d'autres formes d'art. Sainte-Marie-Saint-Jacques, vous avez la parole. Président, écoutez, en tant que moi-même auteur de quelques livres et en tant que votre voisin... Notre représentant. Votre représentant, exactement, et fervent utilisateur de la Bibliothèque nationale qui m'impressionne au plus haut point, je dois vous dire. Moi, quand ça a ouvert, je suis devenu junkie de bibliothèque, vous avez raison. Et c'est pour ça que je dois vous avouer que je suis étonné quand j'entends ce que vous dites, à savoir qu'il y a des gens qui disent
on ne veut pas de version électronique dans les bibliothèques pour pas cannibaliser les ventes de livres. Celle-là, je ne l'avais pas entendu auparavant. Je vais vous avouer que ça m'étonne. Donc, ayant entendu ça, moi, j'entends des gens, il y a quelqu'un que j'ai croisé il y a quelques jours à peine qui me parlait d'un nouveau type de livre numérique qui ferait en sorte que, en mettant ces livres-là dans une application numérique, ça pourrait faire en sorte qu'il y aurait un beaucoup plus grand pourcentage de la vente de ce livre numérique-là qui se retrouverait directement à l'auteur. Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? J'avoue que je ne connais pas, à moins que la personne pense à l'auto-édition qu'offre Amazon.com. Je sais que les gens peuvent, par Amazon.com, sans aucun filtre d'éditeur, devenir leur propre éditeur, fixer eux-mêmes le prix de l'ouvrage. Il y a un partage que je ne connais pas avec Amazon.com, mais eux, donc, peuvent avoir les redevances qu'ils jugent appropriées de s'accorder. En revanche, ils n'ont aucun appareil de distribution, de diffusion. Comment on sait que cet ouvrage-là est là, je ne sais pas. Mais c'est un peu le modèle Mr. Valère, qui est bien connu en musique. Donc, les gens se diffusent eux-mêmes et ils créent leur propre marché. Mais à part ça, je ne connais pas d'autres cas. Là. Je ne vois pas quelle application, je ne dis pas que ça n'existe pas, là, au contraire, mais je ne vois pas là, à quelle application, si ce n'est qu'Amazon.com et les possibilités d'auto-édition sur le numérique. Ben, en fait, il y a autre chose, et il y a des gens justement de Sainte-Marie-Saint-Jacques qui m'ont approché, qui m'ont abordé là-dessus, donc ça vaudrait peut-être la peine qu'on s'assoie, qu'on en parle. Volontiers. Je vous remercie. Vous savez me trouver. Ça va? Merci. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle. Madame la députée de Laporte, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Berthiaume, Madame Roussel, Madame Ryan, bonjour. Dans votre mémoire, vous faites des recommandations, dont l'une d'elles veut l'inclusion des publications numériques dans la loi, qui faciliterait grandement la production de livres adaptés, destinés aux personnes ayant un handicap visuel ou perceptuel. En plus de faire la démonstration de l'utilité du numérique pour vos utilisateurs et combien il importe d'adapter rapidement cette nouvelle option à une loi, considérez-vous que l'ouverture de la loi 51 serait nécessaire pour qu'on puisse y ajouter ce fait-là? Bien, sûrement, en ce qui a trait au numérique, je pense que c'est absolument essentiel, mais si on allait légiférer sur le prix du livre, je pense que, et tous les autres intervenants que j'ai entendus demandaient que ça se fasse aussi à la fois pour le livre analogique et le livre numérique. Donc, sûrement, je pense que c'est incontournable de faire cet ajout-là à la loi. Okay, donc, mais ma question est, est-ce que nous devrions réouvrir la loi pour passer cette réglementation-là du numérique et du livre maintenant? Bien ça, c'est-à-dire que le même dispositif législatif qui vous permettrait de décréter un prix unique du livre serait utilisé pour le numérique. Alors, je ne sais pas si vous avez pensé à modifier la loi ou si c'est une autre loi distincte. J'avoue que je n'ai pas vu dans les documents de la Commission, mais ce qu'on dit, c'est si on doit légiférer sur le prix unique du livre, incluons aussi le livre numérique. Là, votre question hypothétique serait si on n'allait pas adopter une loi sur le prix du livre, est-ce qu'il faudrait modifier la loi 51 pour y inclure le numérique? Là, ça fait un peu théorique. Je dirais oui, là, mais si c'est ça le sens de la question, oui, c'est, comme je vous dis, c'est urgent parce qu'il y a non seulement la question des lectures adaptées, mais il y a le fait que les bibliothèques ne peuvent pas offrir une partie significative des livres qui se publient en forme numérique. Vous avez raison de le dire, ce n'était pas dans le document. Là. C'est une question que je vous pose à vous. Bon. Alors, mais j'ai votre réponse. Il faut. OK, parfait. On a parlé tantôt, mes collègues vous ont parlé du pourcentage là, du numérique. En fait, on n'a pas parlé de chiffres, là, mais on sait que le pourcentage moyen actuellement des lecteurs qui favorisent le numérique est plus ou moins 5 %. Vos prévisions à vous, c'est quand
quel pourcentage allons-nous atteindre et sur une période de combien de temps? Je dirais, pour juste frapper l'imagination, qu'on arrivera un jour à presque 100%. Il n'y a plus grand monde qui lit sur des pots de brebis, sur des papyrus, etc. Il restera quoi? Les beaux livres, les livres d'artistes, etc. Mais il y a déjà, que je pense aux guides de voyage, aux dictionnaires, il y a toute une section de la production qui est... les gens achètent des dictionnaires un peu par fétichisme, puis tant mieux, là. Mais dans le fonctionnement quotidien, il n'y a personne qui se lève de son bureau puis aller ouvrir le Robert comme on faisait dans l'Antiquité quand j'étais jeune. Et ça se fait plus. On fait tout ça online, puis c'est antidote, etc. Donc, un jour, 100% ou 98%, en combien de temps? Je sais pas. Dans le milieu universitaire, ça n'a pas pris 20 ans qu'on a basculé au-delà de 50% de toute la documentation qui est maintenant numérique. Donc, on peut imaginer, parce qu'on est dans une période d'accélération de l'histoire telle que c'est toujours plus vite que ce qu'on pense. Mais on peut penser que dans 20 ans, effectivement, nos livres vont être précieux. Par vos propos quant à votre appui à toute mesure visant une plus grande bibliodiversité et une présence à l'échelle du territoire d'une offre riche et variée, êtes-vous d'accord avec le questionnement de M. Belzile, des HEC, qui dit, qui pose la question, est-ce que nous défendons la culture et la lecture plutôt que les marchands et les producteurs? Bien, je pense que la réponse, pour moi, est relativement simple. Je vais vous répondre par l'absurde. Trouvez-moi Molière chez Costco, trouvez-moi Shakespeare chez Costco, trouvez-moi Alphonse Allais, trouvez-moi l'intégrale de Michel Tremblay, puis vous avez votre réponse. Si on est réduit dans une société de l'instantané où on ne consomme que les best-sellers du moment, fussent-ils québécois, effectivement, là, il y a des grands pans de notre... non seulement notre culture, mais notre vie, notre identité qui sont complètement évacués. Donc, pour moi, comme on dit en latin, c'est un no-brainer. Le jour où on n'a plus accès à la littérature fondamentale, classique de notre culture, de notre civilisation, je pense qu'on a perdu la guerre. Mm-hmm. Mais quand vous parlez les Molières, etc., qu'on ne trouve pas chez Costco, je comprends, mais vous n'êtes pas sans savoir, les top vendeurs au Québec, des auteurs québécois qui sont La mijoteuse à la crème brûlée et Le guide de l'auto. Alors, quel commentaire avez-vous là-dessus? Non, mais ça prouve exactement, je pense, ce que les gens veulent montrer. C'est-à-dire que il faut avoir des mesures qui permettent d'avoir en librairie autre chose que ces titres-là. C'est correct qu'ils soient toujours les plus vendus et on n'a pas à en rougir parce que quand je regarde les ventes en France, c'est toujours c'est pareil, là. C'est des livres de recettes, puis c'est Madame Soleil, puis c'est puis c'est des livres de vampires, très populaires. Mais il faut aussi qu'on ait dans nos fonds de librairie une capacité d'acheter les classiques, d'acheter... écoutez, j'ai essayé de trouver le mythe de Sisyphe. C'est quand même pas bizarre, là. Camus, c'est pas un petit nom. Puis c'était impossible au bataillon dans les grandes surfaces. Donc, il faut maintenir absolument une bibliodiversité. Mm-hmm. Quand vous dites que la réglementation assurerait la bibliodiversité, vous venez de le mentionner, est-ce que c'est que vous en déduisez qu'avec une réglementation du prix, les consommateurs vont maintenant tous se diriger vers les librairies? Non, je vais vous dire ce qui ne va pas se passer et qui se passe actuellement. Les gens font du lèche-vitrine dans les librairies et avec leur BlackBerry, ils prennent la photo puis ils vont acheter le livre chez Costco. Ça n'arrivera plus.
n'y a pas de raison. Les gens, c'est très bien qu'ils aient un coup de cœur pour un livre qu'ils trouvent entre 2 T-shirts et une canne de soupe, qu'ils aient un coup de cœur et qu'ils l'achètent, c'est parfait. Mais l'inverse, cependant, il existe, et ça, n'importe quel libraire va vous le dire. Les gens vont dans les librairies, ils circulent dans les rayons, puis ils notent plus, ils prennent une photo du livre qu'ils veulent acheter, puis ils vont l'acheter chez Costco. Donc là, le libraire devient la vitrine de la grande surface. C'est un peu le monde à l'envers. Ça se produirait plus. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est en train de faire son Costco ne va pas s'empêcher de terminer pour aller acheter un livre. En revanche, ma compréhension de ce type de shopping-là, c'est pas... Les gens ne vont pas là chaque jour. Là. Je pense que c'est tellement des formats... Donc, ils vont peut-être aux 15 jours, 3 semaines. Donc, il y aurait accès à la librairie entre-temps. Mais je termine là-dessus, c'est le premier commentaire que j'entends de la sorte que les gens vont à la librairie avant d'aller chez Costco. Alors, je trouve ça particulier que... Entendre parler du livre à la radio, à la télé, et ils notent, mais plutôt que d'aller à la librairie, ils vont attendre le prochain Costco pour l'acheter à petit prix. Merci. Merci. Nous allons maintenant du côté du deuxième groupe d'opposition. Madame la députée de Montarville, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames, Monsieur, merci d'être ici. Merci pour votre mémoire. Et je poursuivrai ce que ma collègue avait entamé. Je vais prendre la balle au bon, puisque vous êtes, en quelque part, cette réglementation-là ne toucherait pas le prix que les bibliothèques paient actuellement pour les volumes. Cependant, vous nous dites que vous croyez que ça assurerait la bibliodiversité. Ma collègue disait, croyez-vous qu'il y aura un déplacement? Moi, je vais aller plus loin. Croyez-vous qu'il y aura un déplacement si ces gros rabais n'existaient plus en succursale, vers les librairies indépendantes? Mais moi, je vais aller plus loin. Peut-on penser que le déplacement pourrait se faire vers les librairies en succursale? Et là, on n'arriverait pas à régler le problème puisque c'est celui des librairies indépendantes à quel on s'attaque ici. Sauf que, bon là, M. Breton nous a fait un peu songer avec les chaînes express, mais il y a une limite à ce que les grandes chaînes, à leur implantation. Les librairies de petite taille sont des librairies de quartier ou des librairies de petites villes ou des librairies de villages. Alors, je ne sache pas que on puisse retrouver une grande surface de librairie à l'échelle de toutes ces villes-là, tous ces villages-là. Donc, en même temps, il y a comme le phénomène de proximité qui continuerait à jouer pour empêcher le va-et-vient dont je viens de parler. En même temps, les grandes surfaces, dans la mesure où ce sont des librairies agréées, répondent aussi aux besoins de bibliodiversité. Donc, pour moi, il n'y a pas un antagonisme fondamental. Là. Être mal exprimé, ce que je voulais exprimer, c'est ne croyez-vous pas que le déplacement ne se fera pas nécessairement vers les librairies indépendantes, mais que notre client de la grande surface pourrait aller chercher son livre dans les librairies qui sont en succursale. Alors, on ne règle pas le problème. Parlons directement. Là. Je ne suis pas sûr que je vous suis. Là. Mais vous dites que le client qui achète chez Costco, il irait plutôt l'acheter chez Renaud-Bré, c'est tout ça? Exactement. Parce que ce sont les petites indépendantes qu'on veut protéger ici. Et moi, je vous parle du déplacement. Comment peut-on assurer un déplacement vers les petites indépendantes et non vers les succursales, par exemple? C'est-à-dire que s'il y a un prix du livre uniforme, il n'y a pas d'avantage relatif à aller dans une grande surface plutôt que dans une librairie locale. Donc, la librairie locale qui est physiquement rapprochée, là, on vous a parlé la semaine passée de cas de librairie qui avait fermé, puis il faut faire 22 km pour trouver la prochaine, mais si elle était toujours là, cette librairie-là, elle serait, cette librairie de proximité-là, en mesure de répondre à la demande. Donc, le besoin de faire 20 km ou 15 ou 17 de plus pour aller dans une grande surface ne serait plus... enfin, il serait pour 10 la personne jaugerait, est-ce que j'y vais pour 10 ou j'économise l'essence, puis le temps, puis tout ça, puis j'achète 10 de plus. Donc, je pense qu'on aiderait beaucoup les librairies de proximité. Là. Je vous remercie beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Nous allons maintenant
rencontrer les gens de l'Institut économique de Montréal et je vais suspendre les travaux quelques instants afin que ceux-ci puissent prendre place.